force de crier au complot, à la chasse aux sorcières, au guet-apens médiatique et à la manipulation du pouvoir sur l'air du « et maintenant que je gêne, le gouvernement essaye de me liquider », on finirait par oublier la seule question qui vaille. Alors, Wauquiez, Laurent Wauquiez, il a vraiment dit ce qu'il a dit? Il a vraiment affirmé que c'est l'équipe de Macron qui avait téléguidé l'affaire Fillon, s'il a des preuves qu'il les montre. Wauquiez, il a vraiment affirmé dans le huis clos d'un amphi d'une école de commerce que devant des journalistes, il ne disait que des conneries. Bullshit, lui, il dit, dans sa bouche de président des Républicains, ça fait plutôt jeune. Après ça, on reparlera de la fiabilité de la parole politique. Il a vraiment affirmé que Pécresse ne faisait que des conneries, que Juppé avait cramé les finances de Bordeaux, que Sarkozy était tellement parano à la fin de son quinquennat qu'il faisait contrôler tous les téléphones de ses ministres pendant le conseil des sinistres, de peur que des infos n'en sortent. Il s'est vraiment moqué du charisme d'Angela Merkel et de la belle gueule de Justin Trudeau, lui qui en manque si cruellement de charisme. Parce que si c'est vrai, et au vu des éléments sonores produits par l'émission Quotidien sur TMC en début de semaine, on ne voit pas comment on pourrait en douter, deux conclusions s'imposent. Avec un ami pareil, pas besoin d'ennemis, mais aussi que vient faire un pareil cours entre Café du Commerce et les grosses têtes dans une école de commerce, même privée, même lyonnaise. Et comment on valide justement cette année universitaire par un passage chez Ruquier? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Au programme de ce 800e numéro de Caramel Mou, mais on parlera de musique avec le duo Marc Sarrazy et Laurent Rochelle qui sortent aujourd'hui un deuxième album remarquable. On parlera également de théâtre d'impro avec Éric Sellard, un des animateurs de la Bulle Carrée, structure dédiée à cette forme théâtrale qui organise demain soir un match d'impro Toulouse contre Courcouronnes à l'espace Job, route de Blagnac à 20h30. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va beaucoup parler d'improvisation, qu'elle soit musicale ou théâtrale. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Le quartet Bedmakers, réunissant Robin Fenker au sax et à la clarinette, Mathieu Werchowski au violon, Pascal Ningenkemper à la basse et Fabien Duscoms à la batterie, viennent de publier un premier album entièrement consacré à la relecture de quelques titres folk britanniques, ainsi traditionnels écossais ou irlandais, mais aussi un morceau de l'américain John Fahey ou de l'écossais Bert Jens sont passés à la moulinette d'arrangements qui travaillent la palette des timbres, la matière sonore, le son du groupe. Au final, on a droit à une musique libre, ancrée sur un fond populaire, largement connu, mais complètement transfiguré par quatre improvisateurs en grande verve. Bedmakers, on les retrouve tout de suite, extrait donc de ce premier album. Le morceau, c'est The Gardeners. L'album, c'est Tribute for an Imaginary Folk Band, et c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux.
Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, c'est toujours Joe Kangourou, vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute de Caramel Mou et ce soir je reçois comme premiers invités Laurent Rochel, saxophoniste, joueur de clarinette basse, directeur de label, compositeur, joueur de pétanque et Marc Sarazi, pianiste, qui traîne depuis un petit moment chez Linoleum, le label de Laurent Rochel, mais surtout qui joue de temps en temps avec Laurent Rochel votre dernier album qui est également le premier, L'Intranquillité. Ça c'est quand même un titre assez fabuleux pour une musique toujours sur le fil. L'Intranquillité est sorti il y a 10 ans. 10 ans plus tard vous sortez le deuxième, Chanson pour l'oreille gauche. Ça veut dire que quand même Laurent Rochel, les compositions de cet album et les compositions en général de ce duo ne sont pas marquées par l'urgence. Non, en tout cas, oui, c'est vrai que le travail avec Marc et l'album, oui, on a mis 10 ans en fait pour sortir un deuxième album. Mais voilà, parfois il faut du temps pour faire des choses. Voilà, donc non, ça se fait pas dans l'urgence, on prend le temps. Marc Sarazi, la rencontre, il y a une douzaine d'années, elle s'est fait comment avec Laurent Rochel? J'ai reçu son disque Conversation à voix basse. Donc ça qui était un solo de clarinette. À l'époque où j'écris toujours d'ailleurs dans Impro Jazz, mais beaucoup moins au niveau du quantitatif en ce moment. Donc Impro Jazz, un journal internet parlant de jazz. Alors oui, parlant de jazz, de musique improvisée, qui a un site, mais qui est un journal papier. Papier aussi. Ouais. Et du coup, j'ai reçu ce disque-là que j'ai beaucoup aimé. Et quand je me suis installé dans la région, j'ai recontacté Laurent, ou on s'est recontacté, je ne sais plus qui a contacté l'autre en premier, et puis on a commencé à jouer en duo. Et ça a tout de suite bien marché. Moi, ça m'a plu au niveau de la musique, au niveau de l'humain aussi. Hein. Et du coup, l'aventure dure depuis tout ce temps-là. Donc, si Laurent Rochel est plutôt connu de ce côté-ci de la Garonne, notamment par sa participation à Moncomaro, il y a déjà une petite quinzaine d'années, on vous connaît un peu moins. C'est peut-être le moment de nous dire un peu qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous en êtes arrivé à fricoter dans le milieu des musiques improvisées. Alors au départ, j'ai fricoté effectivement dans le milieu des musiques improvisées sur la scène parisienne. Mais en tant qu'auditeur, j'allais voir beaucoup de concerts pour écrire des chroniques dans Impro Jazz justement. Et je collectionne aussi des disques, notamment les vinyles. Du coup, je me suis fait ma culture comme ça pendant des années et parallèlement, j'ai appris le piano classique. J'ai fait des études quand j'étais jeune, pendant assez longtemps. Et je me suis mis à composer mes propres musiques en fait. Quand j'étais encore à Paris, j'ai eu un groupe avec des musiciens allemands. Donc on jouait en Allemagne et sur Paris. Et puis depuis 2003, donc je suis dans le sud et c'est là que l'aventure a commencé avec Laurent. Qu'est-ce qui vous réunit finalement, Laurent Rochel avec Marc Sarazi? Je pense que c'est... je pense l'approche de la musique que l'on a en fait et l'apprentissage qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on est des musiciens de jazz mais pas vraiment, parce qu'en fait on a un cursus, on a appris l'improvisation, on a appris le jazz, on va dire, vraiment sur le tas. Et c'est vrai qu'on est aussi compositeurs tous les deux. Et je pense qu'on a vraiment un peu la même approche de cette musique, en fait, très autodidacte, très libre. On n'utilise pas vraiment les codes du jazz, on a notre propre langage en fait, notre propre Je pense que ce qui nous réunit, on a vraiment une approche très 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 similaire tous les deux en fait. Je rajouterais que peut-être il y a cet amour pour la musique européenne du début du XXe, mais juste avant une petite remarque et un rebond sur ce que vous venez de dire, plus ça va, moins les gens se revendiquent du jazz, même s'ils en font. C'est rigolo, moi je vois plus un musicien de musique impro de jazz dire non, oui, je suis un musicien de jazz. Donc, au contraire, tout le monde dit non, j'en fais pas. Ça veut dire quoi? Que le jazz est mort?
Non, moi, Marc Sarrazy. je pense pas que le jazz soit mort comme ça. Il évolue constamment et puis il s'enrichit. À chaque fois, c'est toujours la première musique à s'enrichir des cultures autres, généralement. Musique du monde, musique classique, etc., ou même électro. Donc non, le jazz n'est pas mort. Ceci dit, nous ne passons pas régulièrement dans des circuits jazz dits officiels. C'est pour ça qu'on se permet de dire qu'on ne fait pas vraiment de jazz comme on l'entend si on était sorti du Berklee College, par exemple. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Je disais, il y a un gros intérêt pour cette musique européenne du début du siècle, enfin je veux dire du 20e, qu'elle soit française ou russe. C'est vrai qu'on entend ça énormément dans vos compositions et peut-être plus encore sur ce deuxième album. C'est possible, c'est vrai qu'en tout cas moi un des compositeurs favoris dans le début du 20e c'est Ravel pour moi, mais aussi plein d'autres, Debussy bien sûr, il y en a, voilà. Mais c'est vrai que cette période-là de la musique française est vraiment en tout cas moi c'est une musique qui me touche, en tout cas, qui me parle, quoi. Donc si on peut la mélanger à de l'improvisation et du jazz, on s'en prive pas, quoi. Vous retrouvez, Marc Sarrazy, dans cet intérêt pour ces musiques-là, européennes? Oui, beaucoup. Même si j'ai l'impression d'avoir des intérêts un petit peu dans toutes les musiques, c'est difficile d'en privilégier une plutôt qu'une autre. Parce qu'on pourrait citer par exemple le premier album du Velvet ou alors des musiques un peu plus médiévales. Je parle pas pour nous, je parle de nos intérêts ou de mes intérêts. Et puis bien sûr le jazz et du rock psychédélique ou Ennio Morricone, ça part un peu dans tous les sens. Les souvenirs que j'ai d'intranquillité, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de références à la musique concrète, beaucoup de références à tout le courant bruitiste. C'était des choses aussi qui traversaient un peu ce premier album. Ouais, alors sur Intranquillité, il y avait des plages de morceaux en fait qui étaient plutôt du piano préparé, du piano préparé à quatre mains, où en fait Marc joue du piano et moi je joue des caplas, donc des petits morceaux de bois en fait que je déplace sur les cordes du piano. Rythmiquement, peut-être c'est ce que tu fais référence à ce genre de morceaux, très un peu musique concrète, un peu musique et il y avait plusieurs morceaux comme ça sur Intranquillité. Et ce qui est sans doute moins le cas sur celui-là, on va écouter tout de suite un extrait. Et quand je disais qu'il y a quand même des références à ces musiques qui sont apparues en Europe classiques vers le début du XXe siècle, le morceau qu'on va passer, Paysage avant pendaison, ça n'est quand même une sacrée illustration. Et il y a quand même du Satie qui traîne derrière ce morceau. On écoute de ce suite Laurent Rochel, Marc Sarrazy, Paysage avant pendaison, extrait donc de ce deuxième album, Chanson pour l'oreille gauche.
Marc Sarrazy, comment est né ce morceau Paysage avant pendaison que vous signez? C'est vous qui en êtes le compositeur. Et c'est vrai que vous débrouillez pour avoir à peu près le même nombre de compositions sur cet album avec Laurent Rochel. Mais comment est né ce morceau? Ce morceau est né d'une improvisation en fait. À la base, ça date de l'époque où je jouais en quartet avec les Allemands. Et c'est ma première rencontre musicale avec Joachim Kuhn, que je connaissais bien, mais c'est la première fois qu'on jouait ensemble. Donc lui était au sax alto. Et on a commencé par un morceau assez free, une improvisation totale qui a duré une dizaine de minutes. Et puis, une fois qu'on a fini ça, Joachim s'est tourné vers moi et il m'a dit « Bon, vas-y, lance une balade ». Et là, tout à coup, j'ai eu comme un blanc et je suis parti là-dessus. Ces accords de main gauche un peu répétitifs, et puis une main droite un peu lâche, et lui qui est venu dans les interstices. Bon, le morceau est né comme ça, en fait. Et c'est vrai que ce morceau donne vraiment la tonalité de ce que va être quasiment la totalité de cet album, Chanson pour l'oreille gauche, très nostalgique, vraiment avec des tons très 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 pastels. Et qui hésite constamment entre onirisme et nostalgie. C'est quelque chose de voulu sur ce deuxième album qui était quasiment pas la tonalité du premier par contre. Non, c'est pas voulu, ça s'est fait comme ça. En fait, donc on a enregistré en tranquillité en 2007 ou 2008. Et puis après, on a continué à jouer et donc à écrire des morceaux. Et après, on a fait une petite pause pendant quelques années. Et en fait, on avait un certain nombre de morceaux, de compositions qu'on n'avait pas enregistrés. Et c'est un peu l'objet de cet album, c'était de mettre un peu à jour ce que on avait déjà bien entrepris. Et donc, il se trouve que les morceaux sont un petit peu comme ça. Ouais, c'est possible qu'il y ait une espèce de nostalgie. Vous écrivez chacun dans votre coin et vous vous envoyez les notes ou vous travaillez ensemble? Parce que c'est quand même étonnant que chacun de votre côté, vous ayez à peu près composé les mêmes tonalités, les mêmes couleurs musicales. Après, je pense qu'on sait de nous-mêmes, étant donné qu'on se connaît très bien, on sait très bien ce qui va fonctionner ensemble. En fait, moi, c'est vrai que quand j'écris des morceaux, je sais que tel morceau, je vais pouvoir l'adapter avec Marc et d'autres, ça ira pas du tout. Suivant aussi son jeu de piano, etc. Donc je pense qu'on a choisi. Après, on aurait pu enregistrer d'autres morceaux, éventuellement d'autres morceaux qu'on a mis de côté, peut-être. Et on a gardé cela. Ouais, je sais pas pourquoi spécialement. Marc ? Oui, moi, par rapport à notre composition, chacun, on compose plutôt dans notre coin. Et c'est quand on se retrouve pour répéter, je lui montre certaines compositions, lui m'en montre d'autres, et puis on commence à jouer là-dessus. Et ça démarre comme ça. C'est vrai que vous faites une musique pour rêveurs éveillés. Ça nous met quand même dans une ambiance assez particulière. Ouais. J'arrive pas... j'ai reçu l'album il y a un mois et demi. D'ailleurs, ça a été la nouveauté de la semaine. Il y a déjà un mois et demi. Il sort aujourd'hui, c'est vous dire si on est vraiment au fait de l'actualité. Et chaque fois que je l'écoute, je ne fais plus rien d'autre. C'est quand même assez étonnant ce postulat de départ et la situation dans laquelle vous mettez l'auditeur. C'est vrai qu'on nous dit souvent que ce sont quand même des musiques très imagées, qui amènent, comme tu dis, à rêver ou à... Peut-être qu'il y a de la place aussi. Il y a peut-être, on remplit pas trop du fait, et peut-être que ça laisse de la place aussi à l'imaginaire de l'auditeur, je sais pas. C'est vrai que c'est une musique qui évoque plus que ce qu'elle décrit. On est plus dans l'évocation que dans la description. Oui, certainement. C'est peut-être un peu ça l'idée de Chanson pour l'oreille gauche, puisque on a appelé ça chanson, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une. Les autres, c'est peut-être aux auditeurs de se faire leurs propres paroles, leurs propres images. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle d'image, c'est une musique donc qui est un peu la constante aussi de Laurent Rochel, mais c'est une musique qui est très cinématographique. C'est une musique qui d'emblée évoque des images. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent sur mes compositions, mais les morceaux de Marc sont aussi dans la même veine. Ouais. Et Laurent Rochel, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Marc Sarrazy qui fait que vous travaillez avec lui depuis une bonne dizaine d'années? C'est d'abord l'aspect humain. Pour moi, c'est la chose la plus importante quand je travaille avec un musicien. C'est vraiment l'humain. Après, la musique, ça vient après. Donc, c'est vraiment est-ce que je m'entends bien avec la personne ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire la musique avec cette personne ou pas? S'il n'y a pas cette envie-là, s'il n'y a pas l'amitié, on va dire, ça vaut pas la peine de faire quelque chose
Voilà, d'artistique en tout cas. Enfin, pour moi, ça m'intéresse pas en général. Voilà. Marc, même question. Oui, moi c'est facile. Travailler avec lui c'est facile, exactement pour les mêmes raisons. Après, j'aime sa sensibilité et son univers en fait. Il a un univers qui ressemble un petit peu à aucun autre, qui puisse ici et là, et qui est en fait le sien, et c'est ça qui me plaît. Et il y a des choses que vous composez pour ce duo que vous ne pourriez pas jouer en solo? Je sais pas, pour Marc. Moi, je pense que là, sur ces pièces-là, je pourrais toutes les jouer en solo, mais ça serait différent. Il n'y aurait pas, notamment quand il est à la clarinette basse, par exemple, il y a un côté très humain là-dedans qui serait probablement un peu perdu. Ça serait autre chose. Dans ce disque, Chanson pour l'oreille gauche, va commencer à aller se produire sur scène. J'ai noté que le 9 mars, vous étiez au Sunside à Paris, ce qui est quand même assez fabuleux. Comme d'habitude, il y a des salles parisiennes qui vous programment. On attend toujours une salle toulousaine pour le faire. Voilà. C'est ça. C'est même plus un appel qu'il faut lancer. Maintenant, c'est une pétition pour que ce duo vienne jouer à Toulouse. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de jouer à Toulouse. Ouais, c'est quoi qui fait ça? Il y a de moins en moins de lieux dit jazz, d'accord, mais enfin quand même, c'est quoi qui fait qu'on vous entend quasiment jamais? Je sais pas. Bon, déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de lieux avec des pianos, même ne serait-ce que des cafés-concerts, des petits bars, il n'y en a pas quand même beaucoup. Voilà. Je crois que la dernière fois qu'on a joué à Toulouse, c'était chez Colin Genre, donc là c'était un concert privé. Oui, voilà. Donc demain on fait un concert privé. Donc j'avise aux auditeurs, si vous voulez des concerts privés, appelez-nous. On est là. Mais vous jouez chez l'habitant. Voilà, mais vous savez que jouer dans des vraies salles, des clubs, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais pas. Il faut demander aux diffuseurs, aux programmateurs. Est-ce qu'on détonne trop? Est-ce qu'on n'est pas assez jazz? Est-ce qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça? Il y a toujours un problème de classification. Ne serait-ce que quand on me demande ce que je fais comme musique, tout à coup, il y a un trou. Il y a un trou, ouais. Je me dis, c'est du jazz, mais ça ne ressemble pas à du jazz. En même temps, c'est pas de la musique non plus du début du siècle. Il y a de l'improvisation. Bon, bref. Enfin, moi, je croyais que quand même, depuis Sclavis, Portal et tous ces gens-là, moi aussi. Le côté, on utilise les musiques populaires européennes et on en fait autre chose basée à grand renfort d'improvisation. Je croyais que quand même, depuis 20 ans, c'était acquis, cette histoire. Oui, il me semble aussi, mais après, je sais pas. Après, c'est un long débat, on pourrait faire une émission là-dessus. Je pense que le milieu du jazz français, notamment, est assez conservateur, assez élitiste et assez fermé, faut le dire quand même. Et il y a des choses qui sont du mal à passer, parce qu'on n'est pas dans les codes précis de ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est parfois un peu compliqué. De se faire accepter. On n'a pas non plus d'agent. C'est vrai que Laurent se démène pour trouver des dates. Moi, je suis très mauvais là-dedans. Donc ça ne nous aide pas non plus. Avec une structure d'appui, c'est vrai que les structures de diffusion sont de plus en plus rares. Oui, tout à fait. Oui. En même temps que vous occupez des dates, vous occupez aussi de la diffusion de votre musique. Vous avez monté un label Linoleum il y a une petite quinzaine d'années maintenant. En 2003. Et c'est la 17e référence, cet album-là. Comment va le label et sur quel style de musique vous marchez maintenant? Je rappellerai qu'il y a eu plein de formations dans lesquelles vous étiez impliqué. Le Lilliput, par exemple, le Lilliput Orchestra. Mais il y avait aussi des formations d'ailleurs. Je me souviens de Spoutnik, une formation allemande que vous avez aussi sortie sur votre label. Quels sont un peu les chemins de traverse que parcourt ce label actuellement? Disons que les finances étant ce qu'elles sont actuellement pour tout le monde, et donc un petit peu difficile pour le label aussi. Je produis essentiellement donc des musiques que soit moi j'écris, soit des gens comme Marc, donc je peux malheureusement pas produire beaucoup de disques par an. Si j'en sors un, c'est vraiment c'est bien quoi. Après, ce que je fais beaucoup maintenant en fait, à part vraiment produire, par exemple comme ce disque là qui vient de sortir où c'est vraiment complètement produit
en grande partie par Linoleum. Enfin, oui, voilà. Ce que je fais aussi, c'est que j'offre aussi de la distribution, par exemple, à des formations que je connais, des gens. Par exemple, je donne un exemple. Là, il y a par exemple Florian de Monsan et Ferdinand Doumer qui sortent actuellement un très joli disque qui s'appelle Aujourd'hui, qui est enregistré à Souillac, dans les rues, tout ça. C'est vraiment super. Dans les rues, dans les caves. C'est vraiment super. Très, très joli. J'aime beaucoup ce genre de truc. Vraiment une espèce d'objet sonore. En fait, là où il y a un peu de la musique concrète aussi, des ambiances complètement. Vraiment très beau disque. Et par exemple, donc là, je leur offre par exemple la distribution via les allumés. Ça, c'est un vrai scoop que vous venez de nous dire. Cet album-là, finalement, il sort parce que ces bandes, elles sont vieilles, elles ont 2 ou 3 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Elles ont 2 ou 3 ans. Ouais. Et en fait, on en a parlé, ils m'ont envoyé, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je dis, voilà, il faut que ce disque sorte quelque part. Donc voilà, il sera disponible. Et si je me souviens bien, c'est enregistré par Patrick Faubert. Patrick Faubert, oui. Ouais. Mais ça, c'est pour avoir assisté à quelques séances d'enregistrement de ces bandes-là, c'est un disque très étonnant. Il me tarde d'écouter ça. Je me demande ce genre de musique, un peu improbable, parce que c'est un peu la dénomination du label, musique nouvelle et improbable. Donc là, c'est vraiment une espèce d'objet sonore, mais qui s'écoute vraiment. C'est vraiment très très beau. Et c'est vrai que parlant de Linoleum, j'aurais tendance à rajouter chemin de traverse et aventureuse. Voilà, oui, c'est ça. Oui aussi. Voilà, donc en tout cas, Marc Sarrazy et Laurent Rochel en duo sortent un deuxième album. Donc je le disais au Sunside à Paris le 9 mars. On vous le dit comme ça. On n'aura pas le temps de venir, il y a souvent des bouchons sur la rocade, donc on sera coincé à Toulouse. Par contre, dans la région, on vous voit. Alors, il y a une date à Marcia qui est un peu bougée, je ne sais pas, elle risque d'être en avril en fait. Elle devait être en mars en fait, puis elle va être au mois d'avril. À la Strada ? Non, à la Peignac, à la Marciac, un petit café-concert très sympa. D'accord. Voilà, on peut dire aussi que le disque sort aussi en vinyle quand même. Oui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs de campus qui sont très fidèles au vinyle. Il y a beaucoup aussi de DJ de campus qui continuent à être fidèles. D'ailleurs, on vient de le déposer cet après-midi dans quelques disquaires. Donc c'est le moment de le dire. Marc. Alors, Croque Vinyle, le laboratoire. Qu'est-ce qu'on Made in Jazz peut-être bientôt, il l'a bientôt. Et Vicious Circle. Voilà. D'accord. Et sinon, on se le procure sur linoleum.com. Voilà, linoleum-records.com. Voilà, vous pouvez le commander en ligne. Bon, il existe aussi en format CD, format numérique aussi. Parfait, et on va en écouter tout de suite un deuxième morceau de cet album Malcolm Malkovich du duo Marc Sarrazy, Laurent Rochel, donc en avril à Marciac, en espérant que dans pas très longtemps on puisse les voir sur Toulouse. Merci messieurs en tout cas d'être passés nous voir et d'être sortis de vos campagnes respectives. Je sais que vous avez eu un peu de mal pour arriver ici, c'est vrai qu'à 17h la route est un peu bouchée. Allez, Marc Sarrazy, Laurent Rochel, piano, clarinette, basse ou saxophone, Malcolm Malkovich, donc extrait de ce deuxième album de ce duo, chanson pour l'oreille gauche. Merci beaucoup. Merci à toi.
table du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, on va continuer avec l'improvisation, mais cette fois, elle ne sera pas musicale, elle va être théâtrale, avec un certain nombre d'invités que j'ai autour de la table. Un dont j'ai noté le nom, puisque l'on s'est eu au téléphone dans la semaine, c'est Eric Sellard de la Bulle Carrée. C'est moi. On m'a dit tout à l'heure que c'était vraiment le grand patron de la Bulle Carrée, et pas simplement un des animateurs de la structure, comme je l'ai dit en début d'émission. C'est le Dumbledore. Mais voilà, mais carrément le Dumbledore de la Bulle Carrée. Et puis, il est venu avec des gens que l'on pourra voir demain à Job pour un match d'impro dont on va parler abondamment pendant les 20 minutes qui vont suivre. Donc, Hélène Wenzel, Patrick De Andrade. et Vincent. Viala. Voilà, pas, lui. exactement. Il ne jouera pas, mais il est là. Et on va parler donc de théâtre improvisé. Eric Sellard, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce concept un peu bizarre pour des amateurs de théâtre que d'imaginer une forme théâtrale complètement improvisée? Et il faut parler devant le micro. Ok, je suis devant le micro, donc le théâtre, c'est du improvisé, c'est qu'il n'y a pas de texte à apprendre et tout est spontané, il faut être capable d'inventer une histoire sur le moment, d'écouter son partenaire et puis d'improviser et de s'amuser sur scène autant que le public. Et ce qui a vraiment à voir avec la forme musicale dont on vient de parler juste avant vous, c'est quasiment les mêmes mots que l'on peut utiliser pour les musiques impro. C'est ça, et d'ailleurs c'est bizarre parce que des fois les gens arrivent à comprendre qu'on peut improviser musicalement, mais improviser théâtralement, les gens, à chaque fois ils disent mais non mais c'est pas possible, vous avez travaillé avant, vous avez répété et tout ça, mais ils ont du mal à voir que ça peut être possible aussi en théâtre. Mais c'est vrai, on répète. Oui, on répète, mais nos gammes, comme tous les musiciens, techniquement, on a la technique, mais après, ce qui va se passer sur scène, on ne sait pas. Mais c'est pas vraiment répété, du coup. Effectivement, c'est des entraînements, c'est du niveau des gammes, oui. Voilà. Exactement. Alors, quand vous parlez d'entraînement, ça veut dire quoi? C'est quoi que vous travaillez sur ces séances-là? Moi, je dis pas entraînement, moi. Ouais. Moi, je dis répétition. Bon, alors, c'est quoi que vous répétez à ce moment-là? C'est des techniques de jeu, c'est des façons de vous renvoyer la balle, c'est quoi? Non, on s'amuse entre nous, on crée un jeu entre nous, on crée une cohésion, on crée du fun entre nous. Oui, on travaille notre spontanéité. En fait, à s'écouter soi-même. On part rechercher qu'est-ce qu'il y a dans l'imaginaire de l'autre, avec quoi on peut s'amuser dans son imaginaire à lui et notre imaginaire à nous. Voilà, c'est de la fusion. Beau. Et le théâtre improvisé, c'est de la fusion. Oui, c'est ça, c'est chacun a son style en plus. Il y a des comédiens qui sont très physiques, il y en a d'autres qui sont plutôt dans le verbal, et un peu comme si chacun amenait son instrument et on faisait un bœuf, comme la musique. Et c'est vrai que vous étiez venu nous voir il y a 3-4 ans pour une autre forme de festivité organisée par Bulle Carrée. Là, c'était un festival de théâtre improvisé. Donc là, il y avait vraiment une pièce avec un début, une fin et un milieu. Il y avait même une pièce policière. Je me disais qu'il fallait être carrément fortiche pour pouvoir improviser et arriver quand même à la fin sans trop se casser la gueule. C'est vrai que ça, c'est quand même une forme de théâtre complètement casse-gueule. Bah en fait, on se casse la gueule. Mais ça se voit pas. Alors. Et ça se voit pas parce que on accepte l'échec, mais pleinement. Et tout ce qui nous importe, c'est de nous relever en fait, c'est de jouer avec les erreurs et de s'amuser, de rester positif, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Ça fait d'ailleurs partie de l'entraînement, justement, apprendre à voir un échec et à voir que ce n'est pas grave et que de toute façon ça fait partie aussi de l'exercice. Donc je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi animateur et promoteur d'un festival de théâtre improvisé, mais ce qui nous occupe ce soir, c'est sans doute la forme la plus connue du théâtre improvisé, c'est un match d'impro. Oui, c'est vrai que c'est la forme la plus connue, c'est une forme qui existe depuis les années 70, qui a été créée au Québec
Et du coup, c'est quelque chose qui a été importé par une troupe québécoise qui s'appelait la LNI. D'ailleurs, il y a 40 ans, en fait, il y a à peu près 40 ans et quelques mois. Et il y a beaucoup de comédiens français qui ont adhéré au concept et qui ont fait ça dans plusieurs villes. Du coup, ça s'est multiplié et au fur et à mesure, du coup, il y a des troupes qui se sont rencontrées. Et là, par exemple, demain, on va rencontrer la troupe de Courcouronnes. Donc, dans la région de Rouen, c'est ça? Alors, Courcouronnes, non, c'est l'Essonne. On a regardé aujourd'hui parce qu'on était là. Ouh là là, c'est où ça? Et c'est le 91. Et du coup, voilà, ils prennent leur voiture et ils descendent jusqu'à Toulouse. Donc ils vont faire. Parce qu'ils nous avaient invités l'année dernière. C'est ça, voilà. Donc c'est le match retour demain. En fait, le match d'impro, c'est vraiment un concept qui est vraiment pas facile. Mais c'est bien dans le sens où ça nous permet vraiment de jouer avec plein de gens, de nous déplacer. Et c'est ça qui est bien avec le match. C'est un concept difficile, mais qui incite à la rencontre. Parlons un peu de ce concept. Ça se passe comment, un match d'impro? On l'a compris, il y a 2 équipes, une de Courcouronnes demain et une de Toulouse. Mais après, le principe, c'est quoi? Patrick peut répondre parce que Patrick, on t'a pas entendu. Oui, il n'a pas parlé encore. C'est parce que je suis très bien là où je suis. Je vous écoute, une belle turgescence de mots. Eh bien, le match d'improvisation, en quoi ça consiste? C'est votre moment. Exactement, Soyez c'est le moment brillant. où je brille. Très bien. Intérêt à ne pas me planter avec force et grâce. Sois fouf la ouf. Je vais faire de mon mieux, Hélène. Donc il y a 2 équipes qui se rencontrent, composées de 4 ou 5 joueurs en général. Il y a un arbitre qui va donc arbitrer la rencontre. Ouais, c'est son rôle. Oui, c'est le rôle de l'arbitre et là il le fait excellemment bien. Alors comment ça se passe? L'arbitre, avant chaque improvisation, propose un thème qu'il a choisi, enfin qu'il a préparé avant. C'est lui. Donc c'est l'arbitre qui prépare ses thèmes et ses catégories. Et puis donc après le thème, il propose une catégorie. Ça peut être à la manière d'un genre cinématographique, je sais pas, à la manière d'un péplum ou alors la manière. Enfin, il a tout un tas de catégories possibles. Et puis au coup de sifflet, il laisse 20 secondes aux joueurs de chaque équipe pour réfléchir à un personnage, et au bout de 20 secondes, chaque équipe envoie un improvisateur et les 2 improvisateurs se rencontrent avec leur personnage. Donc c'est des duels. Alors il y a c'est des duels pour ce qu'on appelle les improvisations mixtes. Donc c'est un joueur de chaque équipe qui commence et puis après les autres joueurs rentrent ou non sur scène en fonction de la catégorie. Et il y a aussi ce qu'on appelle des improvisations comparées où c'est une équipe qui joue après l'autre avec le thème proposé par l'arbitre. Oui, après Vincent. le match. Ah non, mais je n'allais rien dire. À l'issue de chaque improvisation. Alors profitez-en, ne dites rien. À l'issue de chaque improvisation, c'est le public qui va décider en fait de l'improvisation qu'il a préféré voir. Et donc là, il y a une interaction avec le public. Mais sur la fin, tout à fait. Donc l'arbitre demande au public de voter pour l'improvisation, enfin pour l'équipe qu'il a préférée sur l'improvisation avec un petit carton. Donc il y a habituellement 2 couleurs. Nous c'est habituellement rose et noir, et chaque couleur a une couleur attribuée. Et puis en fonction de l'équipe qui a le plus de cartons, c'est elle qui remporte le point. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a un vainqueur de match et quelqu'un qui le perd. Je tiens à préciser. Absolument. Oui, et Hélène veut préciser quelque chose et depuis tout à l'heure, elle veut vraiment. Oui, je trépigne. Le match, c'est un décor. C'est vraiment un décor. Le but avant tout, c'est pour les comédiens qui sont sur scène, puisque ce sont des comédiens, avant tout, c'est d'offrir un beau spectacle au public. Donc c'est ce qui est fun dans le match, c'est que c'est un show à l'américaine, musique, DJ, etc., des lumières qui clignotent, mais quand même, le but du jeu, c'est d'offrir un beau spectacle au public. Voilà, donc logiquement, quand on aime l'impro, on regarde pas les scores. Ouais. Mais par contre, ce qui vient d'être dit, ça paraît quand même complètement surréaliste. On donne un thème, 20 secondes, et à partir de là, faut partir. Comment on peut arriver à partir en 20 secondes? C'est peut-être là qu'interviennent ce que vous disiez tout à l'heure, les répétitions ou étudier ses gammes ou des choses comme ça. En réfléchissant le moins possible. Ouais. Très souvent, ces 20 secondes, on les occupe. Savoir qui y va. Ouais, c'est tout. Le pire, c'est qu'on a 20 secondes, mais pour réfléchir à pratiquement rien, puisque l'autre équipe va réfléchir aussi, mais on va pas réfléchir avec elle. Du coup, il va falloir créer cette rencontre, et l'important, ça va être la fusion dont on parlait tout à l'heure, qui va se créer entre ces 2 comédiens. Donc, réfléchir un peu.
Mais il faut lâcher prise, donc il faut vraiment se lancer dans l'inconnu. On peut pas contrôler, on peut pas décider avant ce qu'on va faire. Donc il faut vraiment rentrer avec juste une écoute totale sur ce que va proposer l'autre et inversement. Et des fois, le fait même que la personne en face ne propose rien, c'est aussi une proposition. Tout est possible. Le placement sur scène, si on commence notre impro où on est tout serré, ça sera différent si on commençait notre impro où on est très éloigné. Rien que le placement sur scène est déjà une proposition. Et ça, c'est vraiment du travail d'acteur, justement, le positionnement sur scène. C'est ça, c'est être capable de faire de la mise en scène aussi, d'avoir le recul nécessaire pour être à la fois metteur en scène, faire les dialogues, être capable de faire des cascades, de faire du décor aussi, parce qu'on n'a pas de costume, donc du coup il faut mimer. On essaye tout. On peut chanter aussi. On peut chanter, oui. J'adore chanter. Ouais. Ah, mais c'est formidable. Super. Merci. Ça, c'était une information de première main. Ouais, peut-être Patrick, demain tu auras une chantée. On parlait tout à l'heure de chaque comédien en fait utilise ce qu'il est comme un instrument en faisant ce rapprochement avec l'improvisation musicale. Ben là, c'est pareil. Il y en a qui savent chanter, d'autres qui savent pas chanter, et il y en a qui aiment chanter et qui vont pousser vers ça, d'autres beaucoup moins. Et voilà. Et il y en a qui aiment chanter et qui savent quand même pas chanter. Beaucoup en improvisation théâtrale, beaucoup. Indochine. Oui, voilà. C'est donc là que je les avais vus la première fois sur un match d'impro. Voilà, il me semblait bien que je les avais déjà vus quelque part. c'est dans l'équipe de Courcouronne. Il sera pas là demain. C'est dommage. Il a concert, justement. Vous êtes tous des comédiennes d'impro, mais vous jouez aussi dans le cadre plus traditionnel du théâtre classique ou pas du tout? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est des formes que vous faites ou pas? On a fait, mais c'est vrai que ça fait très longtemps. On en rêve des fois. Hier, on en reparlait, qu'on voudrait se remettre au théâtre, parce que c'est bien de faire les deux, et c'est vraiment le manque de temps. Enfin, moi, par exemple, je m'occupe de l'école de théâtre d'improvisation. Donc Bulle Carré. Oui, voilà. Donc ça prend énormément de temps. Donc c'est beaucoup d'organisation de communication et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Moi, je travaille avec lui, et j'ai pas le temps non plus. Voilà. Donc on répète, mais on répète en improvisation, et c'est vrai que moi j'aimerais refaire un peu de théâtre. On parle 2 secondes de cette école de théâtre d'impro, dont Bulle Carré, qui existe depuis un petit moment, voilà, une petite dizaine d'années, et qui a beaucoup de succès. Et c'est vrai que cette forme d'expression a beaucoup de succès, autant chez les ados que chez les adultes. Ça vient d'où? C'est justement le fait qu'il n'y ait pas de texte à apprendre? Oui, il y a ça. Les feignants aiment bien. Il n'y a pas de texte à apprendre, ça ils aiment bien. Je vous le fais pas dire. Après, je pense qu'il y a un côté libérateur, c'est-à-dire qu'on redevient un enfant, on rejoue des personnages, on a le droit de se tromper aussi, alors que dans notre vie, on nous demande de contrôler, de pas faire d'erreur. Là, tout d'un coup, on nous dit, mais allez-y, plantez-vous, mais amusez-vous. Donc, du coup, ça plaît parce qu'il y a une énergie très positive, en fait, dans le théâtre d'improvisation. Et les gens, ça leur fait du bien aussi, à la fin de leur journée, de faire ça, parce qu'ils retrouvent leur âme d'enfant, mais dans un cadre bien précis où ils ont le droit de s'amuser. Oui, c'est les retours qu'on a, c'est qu'ils sont... Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. C'est que voilà, quand on anime des stages, Patrick et moi, on anime les stages d'initiation, c'est vrai qu'on a ces retours-là, c'est-à-dire qu'ils sont hyper contents de pouvoir célébrer les erreurs. Voilà, c'est tout le contraire de la vie sociale. Voilà, c'est qu'on célèbre l'erreur, on est tout le temps dans le oui, dans l'acceptation, il faut faire confiance aux autres. Il n'y a pas de méfiance, quoi. C'est que de la bienveillance et c'est très positif. Et quand on a un groupe de gens qui ont passé un week-end à être positifs tous ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas à la base, ils sont super heureux et ils ont envie d'en refaire tout le temps, quoi. Le but de ces séquences-là, de ces cours-là, c'est à un moment donné de monter sur scène tout le temps. Théâtre d'impro, ça veut dire qu'à un moment donné, faut le montrer, faut monter sur scène. Je pense qu'il y a cette optique-là pour vraiment accepter l'erreur, l'échec vraiment au bout, parce que là, entre nous, mais quand on le fait devant un public, c'est encore plus dur d'accepter de lâcher prise et puis de se tromper. Et après, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même, dans le cursus, c'est quand même demandé pour que, on passe à l'étape supérieure. Le théâtre d'impro, c'est quoi? C'est du happening, c'est du stand-up, c'est...
Il y a tout, il y a de tout, hein. En fait, c'est du clown, c'est du mime, c'est du stand-up. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est collectif. Ouais, oui, c'est très collectif, même s'il y a des impros aussi solo. Il y a beaucoup d'arts qui sont réunis dans l'improvisation et il faut mettre quand même un cadre parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus n'importe quoi. Et donc, je ne sais pas comment on pourrait le résumer. On pourrait dire que c'est un moment... Un chouette bordel. Voilà, j'allais dire, c'est un joyeux foutoir. On viendra demain soir à Job pour s'en faire une petite idée. Début des hostilités à 20h30. Simplement rappeler que l'impro à Toulouse avait commencé dans le milieu étudiant, il y a au début des années 90, du côté de Paul Sabatier. C'est à peu près ça. Pas que. Pas tout l'historique avec elle. Pas que. Donc, ça y est. Non, il y avait aussi une troupe professionnelle qui s'appelle CCDI et qui est là depuis le début aussi à Toulouse. Ça a dû se créer en même temps, à la même époque. Par que voilà, Ludie c'était étudiant, CCDI c'est des comédiens professionnels et voilà. Voilà. Pas que. Pas que. Cette fois, on le saura. Et donc, demain soir, à Job, route de Blagnac, 20h30, début de ce match d'impro, Toulouse-Courcouronne. Si j'ai bien compris, j'ai l'équipe de Toulouse autour de cette table. Presque. Il y en a 2 sur 5. Très mal compris. Très mal compris. C'est un match complètement raté. Célèbre cet échec. Il faut accepter l'échec, c'est à peu près ce que j'ai compris de cet entretien. Il faut accepter l'échec. Il fallait se lancer. Voilà. Et bien je me suis ramassé. Mais 2 sur 5, c'est pas mal. C'est finalement pas mal. Parce qu'il compte pas, parce qu'on est 4 donc. Eh oui. 2 sur 5. Oui, non, mais parce que J'ai rien l'équipe, compris. parce que l'équipe a 5 personnes. D'accord, très bien. Célèbre ton erreur. Voilà. Ouais, cool. Toulouse Courcouronne, match d'impro, c'est demain soir à Job à 20h30. Jusque-là, j'ai tout bon. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Oui, un dernier mot, Eric ? Oui, un dernier mot parce que les infos sont sur le site internet de la Bulle Carrée. Bullcarré.org avec 2 E à la fin. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos parce que ça arrive assez souvent qu'on soit complet en fait. Donc même les gens qui viendraient sur place, ils peuvent ne pas avoir de place et on conseille de les prendre avant. Voilà, ou au moins se renseigner pour voir que ce soit complet. Bon, ben très bien. On viendra quand même demain soir essayer de trouver une place. Match d'impro demain, Toulouse-Courcouronne. Ça nous changera de la lamentation que l'on voit régulièrement sur les terrains de rugby en ce moment. Voilà, merci d'être venu nous voir ce soir en tout cas. Ah, c'est vrai, c'est moi qui envoie. Tomasa y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Abran paso, mi música revienta el cemento. Tú no me conoces pues yo soy el sargento. Este ritmo viene con sabor y sentimiento. Déjate llevar y verás que yo no miento. Este ritmo lleva pólvora por dentro. Dispara melodías y la clava en el centro. Esto es cierto y acierto cuando digo que mi música revienta el cemento. Cumbia, raga, dancehall con son. Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Uptown, downtown, la rumba ya empezó. De Valencia a Bogotá pasando por Guantánamo. De Monterrey hasta el DF, al lindo Jalisco. De Santiago hasta La Habana pasando por Kingston. Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Dame un beat, dame un acordeón y lo que yo te formo es una revolución. Dame un mic y dame una guitarra y así de sencillo te brindo una rolita extra. Yo te lo digo, así nació mi música. De mi barrio el eco y la crónica. Así yo me alimento, no me importa la crítica. La calle me inspira, lo demás no me la pica. Cumbia, raga, dancehall con son. Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Yo soy salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, yo soy
salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy banana, soy cultura. Todo esto en nuestro barrio puedes verlo en cada esquina. El volumen bien alto sonando por las bocinas. El DJ girando en los ritmos con atenta rima. Todo el mundo bailando y vibrando con nuestra rima. Muffini, 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 raga, muffini, 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 muffini. Muffini, 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 salsa muffini, 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 muffini. Muffini, 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 raga, muffini, 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 muffini. Muffini, 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 cumbia, muffini, 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 muffini. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Tomasa y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Yo soy Salsa Muffin. Pourquoi passer à ce moment-là de l'émission Sergent Garcia? Tout simplement parce que après 20 ans de carrière, Sergent Garcia va venir faire la fête au Métronome. 20 ans, ça se fête. Donc concert ce soir de Sergent Garcia à partir de 20h au Métronome avec la Ritana Tropicale qui assurera la première partie de ce concert. Allez, on en est à la page concert et juste après on se dit au revoir. Chanson ce soir au théâtre du Grand Rond pour l'apéro concert de 19h. Ça commence dans 2 minutes avec le duo Michel et Yvette. Le concert va durer jusqu'à peu près 20h. Michel et Yvette, chanson avec ukulélé et accordéon. Chanson toujours au Bijou ce soir avec Jamais à partir de 21h30. Lecture musicale avec la reprise ce soir à la Cave Poésie de Novecento, un texte d'Alessandro Barrico, lu cette fois par Jean-Pierre Bourdon sur des musiques de Philippe Gelda au piano. C'est à la CAFPO et ça commence à 20h30. Samba à l'impro à 20h30 avec Rodaboa numéro 3. Là aussi 20h30 le début du concert à l'impro et à 21h au taquin vous aurez droit au sextet de la chanteuse Frédérica et ça risque d'être un sacré moment. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans 2 secondes.